Vous vous trouvez ici, en cette journée du patrimoine, dans la salle des séances de l'Académie. Vous voyez qu'elle est marquée par l'histoire, avec des noms qui parfois peuvent vous dire quelque chose. Donc cette salle des séances sert toujours, toutes les semaines, et des fois plusieurs fois par semaine, pour les différentes manifestations que nous organisons. Alors, à titre de bienvenue, je vais vous infliger quelques minutes d'explication pour vous dessiner qui nous sommes, ce que nous faisons, à quoi nous servons. Et ensuite, je vous remettrai en d'autres mains pour que vous puissiez voir nos collections et notre bâtiment. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir. Alors, découvrir l'Académie d'agriculture, c'est d'abord se plonger dans l'histoire. Cette vieille institution a été créée sous le règne de Louis XV en 1761. C'est une époque où l'agriculture française posait problème. Elle posait problème à ses habitants parce que nous avions souvent du mal à faire la soudure, c'est-à-dire à récolter le blé à une époque où on en avait besoin, sachant que les stocks étaient souvent épuisés depuis un mois ou deux ou trois. Donc à l'époque de Louis XV, on a eu une période très difficile dans notre histoire. Et à plusieurs reprises, la France a connu des famines et très souvent, encore plus souvent, des disettes. La disette, c'est moins grave, mais c'est déjà en soi quelque chose d'assez difficile à vivre. Donc l'institution a été créée à cette époque pour essayer d'insuffler dans le monde agricole plus de dynamisme, pour développer l'agriculture et l'élevage, afin de satisfaire aux besoins immédiats de la population. Donc, l'institution a connu des noms très différents suivant les régimes. Au départ, elle a été créée en 1761 sous le nom de Société d'agriculture de la Généralité de Paris. Quelque chose d'assez vaste, d'assez compliqué, mais c'était presque une mode, puisque quelques années auparavant, la ville de Rennes, en Bretagne, avait créé sa propre Société d'agriculture, puis celle d'Angers, et enfin celle de Paris. Alors celle de Paris était située près du Seigneur, près du pouvoir. Donc c'est sans doute pour cela qu'en dehors des noms qu'elle a pu rassembler, elle est devenue assez vite Société d'agriculture de France, Société royale. Puis à l'époque de la Révolution, on a supprimé le royal, on est devenu simplement Société d'agriculture de France. Et en 1793, toutes les sociétés savantes ont été dissoutes en France, et beaucoup d'autres institutions. Le Muséum d'histoire naturelle et d'autres ont disparu à cette époque-là. Et il s'est trouvé quelques gens qui avaient la conviction chevillée au corps et qui ont recréé le système sous un autre nom, Société d'hommes libres. Alors la société a repris une impulsion à l'époque de l'Empire. Et à l'époque de la Restauration, elle est devenue Société royale et centrale d'agriculture. Et ensuite ce nom a changé à de multiples reprises, parce que chaque fois que le pouvoir changeait de nature, le nom de la société changeait aussi. Donc elle est devenue Société royale et centrale, puis Société impériale, puis Société nationale. Je vous en passe quelques-unes d'appellations. Et finalement, à partir de 1915, notre institution a pris le nom d'Académie d'agriculture de France, qu'elle a conservé depuis lors. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la Société d'agriculture de France? L'Académie d'agriculture de France, c'est un établissement reconnu d'utilité publique. Nous avons l'honneur d'avoir le président de la République comme protecteur et le ministre chargé de l'agriculture comme président d'honneur. Alors, nos présidents ne nous ont pas fait souvent l'honneur d'une visite. Notre ministre de l'Agriculture, beaucoup plus souvent. Et c'est heureux. Alors, la composition de l'institution, l'Académie d'agriculture de France possède 120 membres titulaires de nationalité française, mais elle comprend aussi 60 membres associés étrangers. Et ces étrangers viennent de tous les pays du monde. Nous avons des Russes, des Ukrainiens, des Américains, des Togolais, des Chinois. Et tout cela est une véritable richesse parce que ça permet d'échanger avec des gens dont la culture agricole est différente, dont la formation scientifique est différente. Et ça nous permet de nous interfertiliser avec des mondes qui évoluent différemment de notre propre agriculture. En dehors de ces 120 membres titulaires de nationalité française, il y a 180 membres correspondants. En général, lorsqu'on vient dans la Société d'agriculture, dans l'académie, on rentre comme correspondant et au fil du temps, on est parfois admis au rang des titulaires. Et on l'est jusqu'à l'âge de 75 ans. 75 ans, pour nous, c'est la coupure.
non pas dans nos activités, parce que ça ne change pas grand-chose en fait, mais les titulaires deviennent émérites à 75 ans, les correspondants deviennent honoraires à 75 ans. Et on continue à travailler autant que l'on a envie jusqu'au bout de la course. Alors les membres sont élus, c'est-à-dire on est candidat ou on est démarché pour être candidat et on est proposé au suffrage des académiciens. Donc lorsqu'on est élu, on est très content et on se dit dans quel domaine puis-je m'investir, parce que je vois ce monsieur est un généticien, ce n'est pas ma fonction, ce monsieur est un mécanicien, je n'y connais rien, celui-ci est un agronome, un spécialiste des sols ou un spécialiste des végétaux, du blé, de la pomme, de la betterave. Tous ces gens-là arrivent à travailler ensemble et à bâtir des projets qui intéressent la société. C'est ce que nous essayons de faire en tout cas. Alors pour gouverner cette espèce de grand bateau qu'est l'Académie d'agriculture, il y a un bureau, il y a une commission académique qui dirige les grandes orientations de la maison, une commission des programmes qui dirige le travail de la maison et une commission économique qui est très importante parce qu'il en faut par les temps qui courent, qui sont des temps difficiles. Le bureau actuel est présidé par Bertrand Herbieux, qui est l'ancien président de l'INRA, et je suis pour ma part Jean-Louis Bernard, vice-président à l'heure actuelle. Et vous avez un secrétaire perpétuel, un vice-secrétaire. Alors le secrétaire perpétuel, on nous pose souvent la question, on est secrétaire perpétuel, donc ad vitam aeternam. Non, pas réellement. La limite d'âge chez nous est de 75 ans. Donc à 75 ans, un secrétaire perpétuel n'est plus perpétuel. Il cède sa place à un nouveau secrétaire perpétuel qui sera en fonction jusqu'à ses 75 ans. Ça, c'est pour la gouvernance. Pour les missions, eh bien, nous avons des missions excessivement variées. Nous avons des travaux dans le domaine technique, dans le domaine scientifique, économique, juridique, et les gens se répartissent en fonction des travaux, suivant les domaines où ils pensent avoir capacité à apporter quelque chose au débat. On travaille dans 3 domaines principaux, l'agriculture, bien sûr, comme notre nom l'indique, mais de plus en plus sur les problèmes d'alimentation et sur les problèmes d'environnement. Nous avons des groupes de travail, je vous le dirai tout à l'heure, qui fonctionnent sur l'eau, par exemple, qui est un des grands problèmes agricoles et des problèmes de civilisation. Donc notre objectif, au travers des travaux qui sont menés ici, c'est d'essayer d'éclairer les citoyens et les décideurs. Souvent, on travaille plus avec les décideurs qu'avec les citoyens, malheureusement, alors que le chantier est immense. Et notre objectif est aussi de préparer et d'accompagner les évolutions. Les thèmes de travail, ils changent chaque année. Nous créons régulièrement des groupes de travail où s'agglomèrent des gens qui viennent de milieux à compétences différentes. On a fait des groupes de travail sur la robotisation. On vient de terminer un groupe de travail sur l'utilisation des drones en agriculture. On a terminé l'an dernier un groupe de travail sur le biocontrôle. Donc ce sont des sujets qui sont des sujets d'actualité. Mais encore une fois, les gens viennent dans le groupe de travail, fonctionnent, produisent un rapport, un livre, une série d'articles, et ensuite le groupe s'arrête et on fait autre chose. Depuis toujours, depuis l'origine, depuis 1761, cela fonctionne comme ça. Une des fonctions de l'Académie a été d'encourager les gens qui innovent et qui ont des capacités à influencer positivement le monde agricole. Donc pour cela, nous distribuons des médailles, chaque année, d'or, de vermeil, d'argent. Les médailles d'argent étant consacrées aux thèses qui sont réalisées par des étudiants. Chaque année, nous primons une dizaine de thèses qui sont choisies parmi toutes celles que nous recevons et que nous lisons afin de sélectionner les meilleures. Nous distribuons des prix qui sont basés sur des fondations le plus souvent, comme le prix du Frénois. Nous distribuons des prix très variés comme celui de le trophée Lonely pour la valorisation du bois français. Et nous distribuons des prix qui sont basés spécifiquement, comme le prix d'Ellenbach, sur le machinisme agricole. Cela est remis chaque année lors de la séance solennelle. En résumé, notre activité a 2 piliers. Le premier, c'est la connaissance. Notre première passion, c'est connaître. Donc c'est pour ça qu'on se réunit entre gens de milieux différents ici et qu'on échange énormément sur des sujets variés, ce qui nous permet d'améliorer nos propres connaissances
et d'avoir des avis qui soient un peu plus motivés, un peu plus balancés, en fonction de ce que l'on pense faire. Et la seconde ambition, c'est transmettre. Alors transmettre, vaste sujet. La transmission, le premier axe, c'est la jeunesse. Donc nous avons énormément de collaboration avec les établissements d'enseignement agricole, enseignement supérieur en particulier. Et nous avons sur notre site internet une rubrique spécifiquement dédiée, vous pourrez la visiter, aux étudiants. Sachant que par ailleurs, nous aidons à la mise en place un certain nombre de concours qui sont proposés par des organismes économiques. Vous avez par exemple, je ne sais pas, je filme le métier qui me plaît. Dans quelques jours, nous allons réunir ici des classes de lycée agricole qui vont proposer de petits films qu'ils ont réalisés sur des sujets complexes afin d'arriver à faire passer des messages plus simples vers une population élargie. C'est toujours pour nous assez vivifiant. Et nous avons aussi une volonté à partager avec le monde agricole et avec le public le plus vaste possible. Alors pour cela, nous organisons depuis 200 ans des séances hebdomadaires. Dans la salle où vous vous trouvez, dans les fauteuils où vous vous trouvez, chaque semaine, il y a une séance le mercredi après-midi sur un sujet particulier. Si vous allez sur notre site internet, vous verrez toute la liste des sujets que l'on traite. Et donc les académiciens se réunissent ici, mais aussi tous les gens qui le veulent. Donc chaque semaine, on a des gens qui franchissent la porte pour la première fois et qui disent « J'ai vu que vous alliez parler des nouvelles variétés de pommes. Ça m'intéresse, je viens, j'écoute, je pose des questions. » Donc il y a une forme d'interaction avec le public là qui est assez naturelle. Nous fournissons aussi des avis, des notes, des articles, des ouvrages. L'Académie produit à peu près une dizaine de livres chaque année sur des sujets très variés. Nous organisons des colloques aussi, soit à Paris, soit en province. Et il y a une revue de l'Académie, un mensuel électronique, qui permet d'informer au-delà de nos murs. Mais enfin, nous avons aussi mis en place depuis quelques années des outils de communication plus modernes, ou modernes, disons. Un site internet qui a été complètement revisité depuis 2 ans et qui, à mon avis, est d'assez bonne qualité. Et nous sommes très actifs dorénavant sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet d'avoir une interface avec un public très large que nous n'avions pas auparavant. Alors, pour toutes ces raisons, puisque les journées du patrimoine sont consacrées cette année à l'art du partage, ça nous encourage d'autant plus à continuer dans cette voie et à ouvrir nos portes aux gens qui veulent bien les franchir. Donc à ce titre-là, vous êtes parfaitement les bienvenus et on est ravis de vous voir parmi nous aujourd'hui. Alors, moi je vous fais l'introduction, j'essaie de vous expliquer à quoi nous servons, mais je vais vous remettre dorénavant entre d'autres mains pour que vous puissiez connaître un petit peu mieux notre bâtiment, nos activités et voir une petite partie de nos collections. Cela dit, avant de vous livrer à mes confrères, si vous avez 1 ou 2 questions, j'y répondrai volontiers. La première d'entre elles, j'ai oublié de vous le dire, parce qu'on me la pose presque chaque fois, combien gagne un académicien? Alors, je me permets de répéter, un académicien ne gagne rien. Nous sommes tous là très honorés d'y être, mais nous ne gagnons rien. C'est-à-dire, on essaie de contribuer à l'avancement de l'agriculture et de la société en général, mais c'est complètement bénévole comme fonction. Ce n'est pas une fonction rémunérée. Alors il y a chez nous beaucoup de retraités, nous en temps, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont encore en activité et on les remercie d'autant d'être là, ces gens-là, qu'ils donnent sur le peu de temps que leur laisse leur travail en général pour favoriser l'éclosion des projets de l'Académie. Monsieur. L'Académie a fonctionné sans interruption, à part la période 1793-1796. Là, c'était assez difficile, parce que la plupart des gens dont les noms sont derrière l'écran et à gauche se cachaient où ils pouvaient, et un certain nombre d'entre eux y ont laissé leur tête. Parce qu'ils étaient près du pouvoir royal dans l'Ancien Régime, et ce n'était pas très bien vu en 1793. Donc il y a eu une période de blanc. Mais l'activité a repris dès que la Société d'Hommes Libres a été créée, au travers des activités de gens. Il y en a un qui est assez connu et qui a marqué l'histoire, c'est Parmentier. Parmentier qui était un pharmacien, membre de l'Académie, et Parmentier à cette époque-là a relancé une espèce de
feuille de chou, on dirait. C'était un petit fascicule qui s'appelait la feuille du cultivateur et qui permettait d'informer le monde agricole sur les problèmes du moment et sur les techniques à mettre en place pour améliorer l'élevage, pour améliorer les fourrages, pour améliorer la production de blé. Nous espérons continuer au moins aussi longtemps. Donc nous allons prendre le relais et je crois que M. Bernard vous a présenté l'académie dans son ensemble. Donc je voudrais faire un lien avec le thème de cette année qui est le partage. Et cette... il me trouble. Je pourrais dire que le partage est la raison d'être de l'Académie d'agriculture. Parce qu'en fait, ça a été créé, comme vous l'avez dit, vers 1760. Louis XV et son ministre Bertin ont décidé de donner un essor à l'agriculture. Et pour cela, eh bien, ils ont pensé qu'il fallait développer des sociétés d'agriculture où on pourrait mettre en commun tous les savoirs et essayer de faire des expériences pour faire progresser les savoirs. C'est quelque chose de très nouveau à cette époque-là, parce que jusque-là, il y a bien sûr eu des manuels d'agriculture qui ont été publiés dès l'Antiquité, ou par exemple Olivier de Serres, qui a publié au XVIe siècle son Ménage des champs, mais l'idée c'était que des grands propriétaires, des aristocrates en général, puissent faire des expériences et puissent cultiver au mieux, avoir un très beau domaine. Le fait qu'ils aient un beau domaine, plus beau que les autres, montrait leur puissance, leur savoir-faire. Et donc il n'était pas question d'échanger, de partager le savoir. C'était chacun garder jalousement ses secrets pour être le meilleur. Et c'est au XVIIIe siècle où on change d'optique, où on se dit que l'agriculture doit produire plus pour nourrir la population. Donc il faut produire plus et en même temps, il faut s'entraider, partager pour les savoirs. Alors l'agronomie, c'est quelque chose de nouveau au XVIIIe siècle, un nouveau mot qui vient de sortir, et l'agronomie, met à contribution les différentes disciplines. Alors il faut à la fois savoir des choses sur la biologie, sur la botanique, sur les animaux, les plantes, sur la chimie, sur la physique, sur la minéralogie et la géologie. Donc toutes ces disciplines-là eh bien, sont mises à contribution au sein de ces sociétés d'agriculture. Et l'idée était de faire partager et de diffuser le savoir. Donc vous avez la Société centrale d'agriculture ici, Société royale, et puis il y en a dans chaque province. Et il devait y avoir des relais, c'est-à-dire qu'à Versailles, on devait centraliser déjà des données, des semences. C'est aussi, vous savez, l'époque des grandes missions à travers le monde, Bougainville qui doit rapporter des semences. Et on essaie d'acclimater ici, dans les serres de Versailles, par exemple les ananas et autres plantes. Donc on essaie d'avoir un savoir un peu universel. On partage donc à la fois avec les autres académies des pays européens, parce qu'un peu partout se sont créées des académies analogues. Donc on discute, on échange. Et puis en France, eh bien, vous avez la Société centrale, des sociétés dans les provinces, et il y a même, parce que l'agronomie est à la mode, des petites sociétés d'agriculture locale créées par des propriétaires. Et donc vous voyez, c'est ce sens du partage qui fait que ce qu'on veut, c'est avoir le plus de connaissances possible pour que tout le monde soit au courant. Et au XIXe siècle, on va continuer dans cette lignée avec toujours les sociétés d'agriculture qui organisent aussi les comices, où là, c'est la grande fête et tout le monde doit voir les nouveautés. Et cette diffusion des savoirs, ça passe en particulier par la diffusion par des livres, par des journaux d'agriculture. Et donc, nous voilà dans la bibliothèque qui recèle tout un tas de ces richesses. Et je passe la parole à André qui va vous montrer ça. Merci Nadine, bienvenue à tous. Donc, vous êtes ici dans la grande bibliothèque de l'Académie d'agriculture qui contient, on n'a pas compté exactement, mais environ 1000 livres. Voilà. Sachant qu'au total, nous avons environ 30 000 ouvrages ici, c'est-à-dire qu'il y en a un petit peu dans tous les étages. Là, c'est la grande salle de présentation. Donc déjà, bienvenue dans nos locaux.
nous avons, comme je l'ai dit, l'ensemble des publications de ce qui était la Société royale d'agriculture, donc 1761, qui est devenue société impériale, qui est devenue société nationale, enfin bon, ça a suivi un petit peu tous les régimes, on va dire, de la France, et qui est devenue l'Académie d'agriculture en 1915. Nous avons donc toutes ces anciennes annales, et comme je dis, c'est la mémoire de l'agriculture au service de demain. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces ouvrages, tout ce qui a été fait, nous sert à étayer, à justifier, à documenter le futur. On est quand même tourné vers l'avenir de l'agriculture française nous importe beaucoup, mais elle est basée, comme il y a un proverbe africain qui dit il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, et donc on utilise tout ce savoir ancien. Juste pour vous donner un exemple, parce qu'on a eu cette question récemment sur la permaculture. La permaculture, alors ça paraît tout nouveau, hein, quand vous lisez le 20 minutes actuellement, on vous parle de permaculture comme si c'était... Première personne qui s'est occupée de permaculture, c'est en 1845. Donc c'est pas tout à fait nouveau. Et donc il y a déjà eu des travaux, si vous voulez, qui nous permettent de prendre du recul par rapport à des techniques qui sont présentées actuellement comme nouvelles ou comme éventuellement pouvant apporter un plus pour l'agronomie ou l'agriculture française. Donc bon, voilà, au global on a, ce que je disais, à peu près 30 000 ouvrages. Le plus ancien qu'on ait trouvé, mais on n'a pas encore tout inventorié. Oh, ma pomme de terre. Donc le plus ancien qu'on ait trouvé date de 1512. C'est un ouvrage sur les plantes médicinales aromatiques de cette époque-là, qui était donc utilisé pour la pharmacopée, hein, bien évidemment. Et donc le dernier, 2018. Donc on reçoit en permanence des ouvrages qui sont catalogués au fur et à mesure, répertoriés, et donc qui sont à la disposition de tous les gens qui veulent faire des recherches documentaires. Donc notre grosse activité ici, c'est de répondre aux demandes de documentation. Juste récemment, on a eu quelqu'un qui s'intéressait à Thomas Jefferson. Vous savez qui est Thomas Jefferson? Alors, donc, deuxième président des États-Unis, après Washington, et qui était un agriculteur en fait, et qui était membre de l'Académie d'agriculture de France. Il a été ambassadeur des États-Unis ici en France, et donc il a beaucoup correspondu avec les agronomes français à l'époque. Et donc on a des gens qui viennent des États-Unis faire des recherches sur les correspondances de Thomas Jefferson vis-à-vis des autres académiciens ou des autres agronomes français. Voilà. Donc c'est le genre de questions auxquelles on est amené à répondre. Le catalogage des ouvrages, la récupération des lettres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés d'agriculture, d'agronomie, qui disparaissent. Et ils ont des bibliothèques, si vous voulez, qui mettent à disposition de l'Académie. Donc tout ça, on le récupère et on essaye de le répertorier. Voilà. La restauration d'ouvrages, on essaye de faire au fur et à mesure, parce qu'on n'est pas dans des conditions tout à fait idéales de conservation des ouvrages anciens. Et donc il y a un travail de restauration de ces ouvrages. Et puis de plus en plus, maintenant, c'est la numérisation, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir numériser les ouvrages. Ça ne se fait pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça paraît. Même si on dit tout le monde a un scanner chez lui et donc on dit oh, c'est facile à numériser. Donc quand vous faites des numérisations d'ouvrages, c'est pas si simple que ça. Donc ça prend du temps. L'objectif étant que, à terme, l'ensemble de la bibliothèque soit numérisé. On a beaucoup d'iconographie qui intéresse beaucoup de monde. Donc là, je vous présente le taureau de Durham. Vous connaissez? Donc Durham, c'est une race de taureau qui a été introduite en France. À l'époque où tout le monde se disait bah, il y a la vache de Robert, il y a la vache de Jean, il y a la vache de Pierre, etc. Mais personne ne s'intéressait vraiment à l'élevage, et notamment à la caractérisation des races. Jusqu'au moment où le taureau de Durham a été introduit en France comme étant une bête fantastique qui faisait de la viande formidable, du lait formidable, etc. Et donc on a commencé à s'intéresser à la génétique, à la caractérisation des races pour faire du lait, de la viande, etc. Voilà. Donc bon, je vous ai mis cette illustration, c'est pas, elle n'est pas tout à fait anodine. Et puis l'autre illustration, c'est le picpoul de l'Hérault.
Alors, pourquoi on a mis ça? Parce qu'on a retrouvé dans nos archives un document qui est unique. Il n'y a aucun autre exemplaire au monde, qui est ce qu'on appelle les planches de Redouté. Donc il y a 66 planches de dessins qui ont été faites par Redouté et son frère. Donc Redouté était le peintre des enfants, enfin c'est lui qui a appris aux enfants à Marie-Antoinette à peindre. Bon, ils n'ont pas laissé de traces plus que ça, mais Redouté était le peintre du Muséum d'histoire naturelle et il faisait des peintures essentiellement de végétaux. Et alors, pourquoi on s'est intéressé à ça? Parce que il y avait un monsieur qui s'appelait Talavine, qui à la fin du 19e siècle a dit « Mais moi j'ai vu des planches de vieilles variétés de vignes qui ont été peintes par Redouté à l'Académie d'agriculture. » Alors bon, c'est des oups, mais c'est quoi cette histoire-là? On a cherché un peu partout, finalement on a fini par retrouver ces planches, qui étaient un peu enfouies, on va dire. Et en fait, quand on remonte l'historique de ces planches, donc M. Redouté, que je vous présente ici, avait été mandaté par Chaptal. Donc Chaptal était le ministre de l'Intérieur de Napoléon, de Bonaparte plus exactement, avant qu'il devienne Napoléon. Et Chaptal avait dit, c'est le bazar en France, on ne se reconnaît pas, il y a des variétés de vignes, chaque village a sa variété de vignes, enfin c'est vraiment, on n'y comprend rien. Donc il a envoyé un message à tous les préfets qui venaient d'être créés, puisque le département venait juste d'être créé, en disant « Rapatriez-moi toutes les variétés de vignes que vous avez dans votre région. » Toutes ces variétés ont été installées au Jardin du Luxembourg, donc dans le parc du Luxembourg. Et puis Chaptal a dit, bon, la photographie étant pas tout à fait au point à cette époque-là, Chaptal a dit, il faut quelqu'un qui nous fasse les dessins de ces variétés de vignes, qu'on s'y retrouve. Et il a demandé donc à Redouté, qui était donc le peintre du muséum, allez, venez me faire des dessins de ces variétés de vignes. Ce qu'a fait Redouté, donc voilà, et donc on a une collection de 82 planches de cépage tout à fait unique. Comme je vous dis, il n'y a aucune reproduction au monde qui est ici au sein de l'Académie. Ces planches, on voudrait les sauvegarder. Et donc on a lancé, alors voilà, c'est un peu nouveau pour nous, on a lancé un financement participatif, un crowdfunding comme on dit, pour financer l'impression de ces planches, pouvoir les dupliquer dans un ouvrage un peu de collection, enfin en tout cas un ouvrage de qualité de ces 82 planches. Et donc ce financement, ça passe avec le Crédit Mutuel, c'est un financement qui s'appelle Publis, bon voilà. Et donc l'objectif c'est d'essayer de récolter 40 000 € pour pouvoir faire la restauration, parce que certaines d'entre elles sont un petit peu, enfin voilà, il y a des petites retouches à faire, et puis pouvoir les imprimer, en faire un ouvrage, et peut-être, si tout va bien, faire une présentation sous forme muséographique, c'est-à-dire dans le cadre d'un musée, faire une présentation de ces planches originales. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ces planches, c'est que ce sont des variétés, on ne sait pas si elles existent encore. Voilà. Très honnêtement, des variétés un peu oubliées. Il y en a un qui s'appelle le Grand Printanier des Pyrénées. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens des Pyrénées. Enfin, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais il est identifié Grand Printanier des Pyrénées. Est-ce que ce Grand Printanier des Pyrénées existe encore? J'en sais rien. Je ne suis pas capable de répondre. Mais voilà, on voudrait, à une époque où il y a beaucoup de questions de terroir, d'appellation contrôlée, etc., le recensement de ces anciennes variétés est très important. Et puis, autre point, c'est que dans ce travail-là, ça a été la base de ce qu'on appelle l'ampélographie, c'est-à-dire tout le recensement des variétés de vignes. La même chose a été faite pour les pommes, la même chose a été faite pour les poires. Et si vous allez au Jardin du Luxembourg, vous trouverez le verger de poirier, le verger de pommier qui est toujours là, de Chaptal. Bon, Chaptal, ministre de l'Intérieur, il avait autre chose à faire que de s'occuper des pommes et des poires. Surtout en pleine guerre napoléonienne, c'était pas évident. Mais voilà, ça a été une de ses préoccupations. Alors malheureusement, la collection de vignes a disparu, parce que quand Haussmann a refait les grands boulevards de Paris, ils ont coupé une partie du Jardin du Luxembourg, et bim, c'est tombé sur la collection de vignes. Donc elle n'y est plus, voilà, elle n'existe plus. Tout a été transféré dans la région de Montpellier.
Voilà. Et puis, on a voulu pour ces journées du patrimoine mettre à l'honneur 3 de nos illustres prédécesseurs. Lavoisier, Parmentier. Et Parmentier, qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a fait? Les pommes de terre. Alors, moi j'ai des assistantes qui vont montrer les pommes de terre. Voilà. Grâce à Parmentier, on a l'utilisation de la pomme de terre en France. Et puis, le dernier, mais l'as de notre liste, Pasteur. Voilà, qui a aussi beaucoup contribué au développement de l'agriculture française. Voilà, je vais laisser la place à Marion, qui va vous parler de Lavoisier. Du coup, bonjour à tous. Du coup, on a essayé de présenter plusieurs académiciens, donc Lavoisier. Donc Lavoisier, il est né en 1743. Il est mort en cours en 1794, donc pendant la Révolution, du coup j'ai été guillotiné. Il a fait des études de droit à la base, et il s'est intéressé aussi bien à la il s'est aussi intéressé à la minéralogie, la chimie, etc. et à plusieurs autres activités. Il est connu pour être entré à l'Académie des sciences en 1868 de mémoire. Du coup, il a même gagné un projet pour comment éclairer une grande ville. C'est quelqu'un qui a travaillé sur énormément de sujets différents. Il est connu également pour avoir été régisseur des poudres et salettes. Du coup, il a travaillé sur les cas pratiques scientifiques, comment améliorer les poudres pour l'artillerie. Et donc, dans le domaine de l'agriculture, il a énormément travaillé. Il a acheté du coup le domaine de Fréchine, du coup c'est dans la près de Blois, dans le domaine de Versos. Il a étudié les terres, les rendements, l'histoire du fumier, et en fait il s'est rendu compte que pour augmenter le rendement, il fallait du coup avoir beaucoup plus de paille et fumier, mais quand on parle de ça, il fallait aussi avoir beaucoup plus d'animaux. Du coup, ça a été très long à mettre en place et avoir un rendement, qu'à ce que son domaine du coup soit rentable. Il a fallu du temps, et ça a été long et compliqué, mais voilà, du coup, il s'est beaucoup intéressé à l'agriculture. Et il a également travaillé du coup sur. Il a également été confronté à la théorie de l'humus. Donc, l'humus, c'est de la partie du sol un peu en superficie, organique, voilà, en superficie. Et donc, en fait, il y avait une des personnes qui avait du coup, qui affirmait que l'humus, du coup, est capable de. Que seul l'humus est capable de nourrir les végétaux. Et en fait, Lavoisier, du coup, va s'opposer à cette théorie, qui en fait, en effet, était fausse. Et c'est seulement bien plus tard, sous Guilly, du coup, ça a été prouvé que la théorie était fausse. Et toute cette histoire-là, c'était à la fin de sa vie. Et comme la Convention, du coup, a supprimé toutes les académies lors de la Révolution, donc, ce qui fait que les travaux n'ont pas pu être continuer du coup à être lancés. Donc, du coup, il est resté. Il a soutenu du coup la personne désolée, mais ça se passe très bien. Il a soutenu du coup la personne qui était contre cette théorie. Mais voilà, donc après, c'est resté un petit peu en suspens le temps que cette théorie soit devenue du coup à jour. Donc voilà, il est décédé en 1794. Ouais. Lavoisier, c'était un gars tout à fait incroyable qui a fait des tas de choses. Vous pourrez regarder les ouvrages tout à l'heure. Il a travaillé sur des dizaines de sujets. Et il avait fait notamment, il faut savoir qu'en 1769, il y a eu une très grosse famine en France qui causait la mort d'énormément de gens. Et la grande préoccupation, c'était l'alimentation de la population. En fait, tu as dit Lavoisier, mais c'est pas Parmentier. Non, Lavoisier aussi. D'accord. Toute cette période de la Révolution, il faut savoir que ça vient de familles qui ont lieu au XVIIIe siècle. Et notamment en 1769, donc et Lavoisier a fait un très gros travail de savoir qu'est-ce qu'il fallait pour nourrir Paris. Il fallait combien de bœufs, il fallait combien de lait, il fallait combien de pain, il fallait combien de. Voilà. Juste pour vous dire, Lavoisier a fait un inventaire de la nourriture nécessaire pour les Parisiens. Et à l'époque, alors je ne sais pas si vous mangez beaucoup d'anguilles, mais enfin, moi je mange pas. À l'époque, les Parisiens mangeaient 36 000 anguilles par an. Il fallait 36 000 anguilles pour Paris. Donc, il
il a fait un inventaire des besoins alimentaires de la France. Voilà. Alors après, si je passe à Parmentier, Parmentier c'est un bonhomme incroyable qui a été prisonnier en Allemagne pendant la guerre de 7 ans, en 1758, enfin, c'est écrit sur votre papier, les papiers que vous distribuez. Et en Allemagne, le sort des prisonniers n'était pas forcément très enviable, mais il a survécu grâce à la pomme de terre. C'est-à-dire que dans cette région du nord de l'Allemagne, les gens cultivaient la pomme de terre, il a survécu grâce à la pomme de terre. Donc quand il a été libéré, il est revenu en France, mais il s'est échappé, je crois. Quand il est revenu en France, il a dit, mais la France, vous avez eu des familles, pourquoi on ne cultive pas la pomme de terre? Et donc il a essayé pendant très longtemps de faire du pain de pomme de terre. Son idée c'est ça, c'est de faire du pain, de remplacer le blé par le pain de pomme de terre. Donc il en a fait dans tous les sens, etc. Globalement ça n'a pas trop pris. Il y a eu des présentations un peu officielles, etc. Et jusqu'au jour où il s'est dit, mais finalement c'est peut-être comme un légume, utiliser la pomme de terre, il faut peut-être l'utiliser comme un légume. Et il a eu, grâce à Louis XVI, il avait eu une concession sur un terrain qui c'était au Sablon. Je ne sais pas si vous prenez le métro de temps en temps, mais il y a une station Sablon quand on va vers Neuilly. Et donc la station Sablon correspondait au terrain d'entraînement de la cavalerie française à l'époque. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de trottins de cheval. Et donc lui, il a eu un petit terrain qui était très riche en trottins, donc très riche en engrais. Et donc il a eu une récolte de pommes de terre absolument fabuleuse. Et alors il a eu l'astuce de dire, ce terrain, je vais le faire garder la journée. Donc le jour, il est le terrain qui est gardé, donc tout le monde s'est dit, pourquoi il garde ça, c'est vachement intéressant. Et puis le soir, il enlevait les gardes. Ce qui fait que les gens, le soir, allaient piquer des pommes de terre à droite à gauche. Et petit à petit, l'entrée de la pomme de terre, qui était plutôt une plante assez mal vue par la population, la pomme de terre est donc rentrée dans l'habitude alimentaire. Et si vous avez des pommes de terre et des frites actuellement, c'est en grande partie grâce à la Belgique. La population française est passée de 27 millions à 40 millions. Une grosse partie de cet essor est liée à l'amélioration de l'alimentation. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais entre autres, l'amélioration de l'alimentation apportée par Parmentier. Voilà. Alors, juste pour vous dire, s'il y a des gens qui sont à Neuilly, sur le blason de Neuilly, vous avez une fleur de pomme de terre. Voilà, et là je laisse la place à Valine sur Pasteur. Alors oui, ici, non, juste un truc. Enfin, moi je trouve extraordinaire que Parmentier, c'est devenu un nom commun. On mange du Parmentier de canard, on mange du Parmentier. Et je trouve que c'est extraordinaire pour un homme illustre de voir son nom qui devient un nom commun. Et Pasteur, c'est un peu Alors, je n'ai peut-être pas grand-chose à vous apprendre sur Pasteur, parce que tout le monde connaît Pasteur. À ceci près qu'on pense à Pasteur pour les vaccins, pour la microbiologie et à tous les progrès qu'il a fait faire à la médecine humaine. Mais Pasteur a été un grand bienfaiteur de l'agriculture, et c'est pour ça que vous avez sa statue qui trône au pied de l'escalier à l'entrée. En fait, Pasteur était un chimiste. Il dirigeait la faculté de chimie de Lille lorsque les producteurs de bière, les brasseurs, se sont dit, je vais plutôt me mettre au milieu, ce sera plus facile, les brasseurs avaient des problèmes avec la qualité de leur bière qui se conservait mal. Donc ils ont demandé à Pasteur s'il pouvait les aider à faire une bière de bonne qualité qui se conserve beaucoup plus longtemps. Donc il a étudié la bière dans les années 1850 et il leur a proposé des remèdes. C'était important évidemment pour la qualité de la bière et aussi pour pouvoir faire concurrence à l'industrie de la bière allemande qui elle se conservait un peu mieux. Peu de temps après, les viticulteurs lui ont demandé la même chose. Le vin ne se conservait pas forcément bien, alors il se conservait déjà un peu mieux qu'autrefois, mais vous savez qu'autrefois, pourquoi est-ce qu'Orléans est la capitale du vinaigre? Parce que tous les vins qui venaient qui descendaient la Loire déchargeaient à Orléans, ils étaient déjà dans si mauvaise qualité qu'on les transformait en vinaigre. Donc il fallait essayer d'améliorer.
Et alors Pasteur a proposé une première méthode qui était la pasteurisation du vin, c'est-à-dire chauffer à 57 degrés et puis ensuite refroidir. La méthode a été utilisée pendant quelques années avec succès, mais très vite on a trouvé de meilleures solutions pour améliorer la qualité du vin et on a abandonné. Mais vous savez que le procédé a continué puisqu'on pasteurise le lait, entre autres. Mais pour le lait, c'est important. Même son assistant avait inventé un système qui est le chauffage à haute température pendant un temps très court. Et c'est ce qui a été repris en particulier par les Américains qui ont appelé ça flash pasteurisation. Vous voyez ça pour les jus d'orange. Bien, donc après la bière et le vin, figurez-vous que la soie a été attaquée dans les années 1850-60, dans les années 60. Les vers à soie étaient atteints d'une maladie qui s'appelait la pébrine. Et Napoléon III, voyant que c'était une catastrophe économique, parce qu'il y avait beaucoup de magnanerie, c'est-à-dire là où on élève les vers à soie, vous savez qu'ils mangent énormément de feuilles de mûrier. Quand ils ont bien mangé, qu'ils sont bien gros, ils s'enferment dans des cocons, et ce sont ces cocons qu'on est bouillants pour tirer le fil de soie. Le problème avec cette pébrine, c'est que les vers à soie mangent, grossissent, et puis, ils commencent le cocon et ils meurent. Et donc le cocon est inutilisable, et donc on n'a plus rien. Alors, Pasteur a bien étudié les vers, les cocons, etc. Et il leur a expliqué aux producteurs qu'il fallait regarder tous les œufs au microscope et qu'on voyait assez nettement les œufs qui étaient infestés, ceux qui ne l'étaient pas. Alors évidemment, c'était un énorme travail, il n'empêche que c'est ce qu'ont fait les producteurs, et ça a permis de faire repartir l'industrie du fer à soie en éliminant progressivement les œufs malades. Mais à ce moment-là, l'industrie de la soie a eu quand même de grosses difficultés parce que la concurrence d'Asie s'était développée pendant ce temps et parce que la main-d'œuvre pour cette industrie n'existait plus. Ils avaient trouvé autre chose et donc ça a fini de péricliter à partir de là. Bon, donc jusque-là, vous voyez que sa réputation a commencé à grandir suffisamment pour que les milieux agricoles lui demandent des choses. Et c'est là où il s'est intéressé aux animaux. Les poules étaient atteintes du choléra des poules, c'est pas du tout le même choléra que l'homme, donc là c'était spécifique des poules. Et un jour, alors on dit que c'est par hasard, mais ça n'est pas vraiment par hasard, il avait pris des cadavres de poules qui avaient été affectés et il avait extrait le principe, le mauvais principe, pour le faire l'atténuer. Et après quoi, il l'a inoculé aux poules, et donc c'est le début du principe des vaccins. Donc ça a été utile pour les poules, et surtout, quelques années après, en 1880, il a mis au point un vaccin contre le charbon des moutons. Alors ça, c'était quelque chose de très important, et partout en France, et même au-delà, puisqu'il y avait énormément de moutons pour la laine et pour la viande. Et le charbon du mouton a cette caractéristique que quand un animal meurt, il meurt très vite du charbon. C'est dans les jours, quelques jours, on enterre la bête, et la bête enterrée, les bactéries sortent du mouton, vont dans la terre et peuvent remonter dans l'herbe comme mangent les moutons. Bon, je ne suis pas biologie, je ne dis pas trop d'années. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se transmet ensuite, et les moutons sains qui mangent l'herbe, attrapent eux aussi le charbon. Donc là, il y a eu une grande expérience très médiatisée qui a été dans la Beauce. On a donné à Pasteur 2 troupeaux de 25 moutons, on lui a dit vacciner 25 moutons, les autres on les laisse tranquilles, bon. Donc avec des souches atténuées. Et puis, quelques temps après, il a réinjecté dans ces 50 moutons, cette fois, le vaccin qu'il avait mis au point. Et, miracle, les 25 qui avaient été vaccinés
sont restés vivants, impeccables, et les autres 25 sont morts tous. Donc, c'était la démonstration du principe de ce vaccin, et ça a été vraiment épatant pour l'agriculture. La démonstration était très importante parce qu'en fait, Pasteur était très critiqué. Je vous ai dit qu'il était chimiste, donc les médecins, quand ils s'aventurent vers tout ce qui est corps, même animal, doutent et donc critiquent beaucoup. Et alors, c'est l'épisode, on arrive à l'épisode le plus célèbre qui est le vaccin contre la rage. Et là, le vaccin contre la rage, ça prend une autre dimension parce que ça sauve les animaux, mais ça sauve surtout l'homme. Donc à ce moment-là, la gloire de Pasteur va encore au-delà. Alors Pasteur était membre de l'Académie d'agriculture, et vous comprenez aisément pourquoi, membre de l'Académie des sciences, bien sûr. Il a fini par être membre correspondant de l'Académie aussi. Ah, et l'Académie française, absolument, oui. Donc il a été très, très reconnu. Vous avez quelques ouvrages qui vous le montrent. Il y en a même un sur Madame Pasteur, qui a joué un grand rôle, ce rôle de secrétaire, puisqu'il avait, assez jeune, été atteint de... je crois qu'il avait une hémiplégie, il ne pouvait plus servir son bras gauche. Et donc, vous voyez, c'est cette entraide entre la recherche et l'agriculture qui a été très importante. Alors, nous avons pris des exemples du début, 18e, 19e siècle, et donc aujourd'hui, comme le savoir est encore plus large et plus spécialisé, eh bien nous avons ici des gens qui obligatoirement travaillent en équipe parce que, alors, on a dû vous le dire tout à l'heure, là, il ne s'agit pas de recherche à l'académie, c'est trop pointu et les gens mettent des études comparées avec ceux qui mettent en pratique. C'était ça aussi la vocation. Rajouter un petit point, c'est que dans l'œuvre de Pasteur, ce qui a été tout à fait déterminant, c'est cette notion de microbiologie, d'une manière générale. C'est-à-dire que, même à l'époque de Pasteur, donc fin du 19e siècle quasiment, il y a encore beaucoup de gens qui croyaient à la génération spontanée. Et il suffit de mettre un chiffon avec un peu d'eau et puis des graines pour faire apparaître des souris. Donc il y avait encore des gens qui, voilà, c'est pas si vieux que ça, il y a même pas 150 ans, les gens croyaient encore à la génération spontanée. Et Pasteur, avec l'approche microbiologique d'une manière générale, l'épidémiologie en général, a complètement révolutionné. Je pense que c'est une œuvre comme celle de Darwin, qui ont complètement remis à plat un certain nombre d'idées reçues en disant non, mais attendez, on se trompe complètement. Et voilà, la microbiologie, la pasteurisation, les aspects sanitaires, etc., c'est fondamental. On ne peut pas ignorer toute cette microfaune. Chose qu'on continue toujours, parce que vous savez que, alors je vais faire une petite illustration, on sait que dans un intestin humain, il y a à peu près 1500 espèces de bactéries, que sur les 1500, actuellement, on en connaît 150. Donc il y a 1350 espèces, on ne sait pas qu'elles sont là, mais on ne sait pas ce qu'elles font. Donc vous voyez qu'il y a encore du boulot en termes de microbiologie, et c'est Pasteur qui a ouvert cette voie tout à fait incroyable, qui lui a valu cette réputation mondiale. Et je vais terminer avec vous dire que les documents de l'Académie, on est en train de les numériser les uns derrière les autres. Ils sont en partie disponibles sur le site de l'Académie d'agriculture, ou alors ils sont disponibles sur la Gallica, qui est la grande base de documentaire de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Vous avez accès à tous les historiques, toutes les annales de l'agriculture au sein de ce fonds documentaire. Voilà. Sauf, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a parlé beaucoup, mais peut-être. Et puis sinon, je vous invite, alors, aidez-nous sur le plan participatif, si vous pouvez nous aider à sauver les planches de Redouté, voilà, vous mettez 5 francs, 10 francs.
1 euro suffit. L'euro. Ah oui, 1 euro. Ça marche plus. Des 1 francs, euro. ça marche plus. Non. Des sesterces, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc je vous invite à prendre un petit document de contribution. Et puis vous pouvez repartir, si vous voulez, avec des semences de lin. Alors le lin, c'est très joli. Ça sert à faire soit de l'huile, soit des fibres, du tissu. Voilà, donc vous pouvez planter des graines de lin qui nous sont fournies par le Groupement national professionnel des semences avec qui nous avons de très bonnes relations. Alors, ceci dit, j'ai un petit bémol sur le lin. Moi, je suis agriculteur. Le lin, ça ne sert pas beaucoup aux abeilles. Mais c'est